Alors ça, c'est une thèse pour le moins étonnante pour la majorité d'entre nous. On va peut-être voir d'un peu plus près ces dix mensonges, ces dix faits, constats que vous avez pu étudier. Par exemple, le premier consiste à dire que le syndrome d'immunodéficience n'est pas à proprement parler une maladie. Alors ça, déjà, c'est pas du tout ce qu'on entend aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus, professeur ? À savoir que quand nos déficiences immunitaires sont malmenées, c'est pas forcément propre au sida. Ce ne soit pas une maladie, le nom l'indique, c'est un syndrome, c'est un ensemble de développements cliniques graves qui très souvent se développent parallèlement sur les mêmes individus. Mais qu'il est indiscutable que ce syndrome soit une réalité clinique. Ce n'est pas parce que nous en discutons la cause qui, comme nous allons y revenir plus tard, n'a absolument rien à voir avec une origine virale. Ce n'est pas parce que nous en disputons la cause qu'il faut en disputer la réalité. C'est une réalité clinique indiscutable, mais qui ne vise qu'une population extrêmement limitée, principalement limitée à des sujets masculins, homosexuels et drogués. Si vous éliminez de toutes les statistiques tous les patients qui correspondent à une de ces trois définitions-là, vous n'aurez pratiquement plus personne et le problème du sida ne vous sera plus apparent. Donc c'est l'immense différence qu'il y a entre les statistiques avec lesquelles on a terrorisé la population du monde entier, l'immense différence qu'il y a entre ces statistiques et la réalité est le fait qu'il n'y a strictement aucune évidence que ce syndrome du sida soit un risque pour la population hétérosexuelle. Il y a énormément de choses à dire aussi sur les problèmes que l'on a appelés sida en Afrique et qui sont tout à fait à côté de la question, car en Afrique on a appelé sida tout et n'importe quoi, essentiellement pour favoriser les monumentaux profits des industries pharmaceutiques qui cherchaient à vendre des drogues qui sont extrêmement dangereuses et sur lesquelles nous aurons probablement l'occasion de revenir tout à l'heure. Mais j'aurais voulu peut-être comme une remarque introductive faire une remarque, disons, assez générale. Imaginez qu'une hypothèse soit émise sur la cause hypothétiquement virale d'une maladie. Puis imaginez que pendant les 25 années qui suivent l'émission de cette hypothèse, toutes les recherches sur cette maladie, l'entièreté des budgets de recherche, toutes les recherches soient centrées sur ce virus. Et ça dure 25 ans. Et après 25 ans, on regarde en arrière et on se rend compte que l'on n'a toujours trouvé aucun traitement, que l'on n'a toujours trouvé aucun vaccin, et que toutes les prédictions épidémiologiques se sont révélées être fausses, même toutes celles venant de l'OMS. Donc, aucun traitement, aucun vaccin et aucune prédiction épidémiologique valable 25 ans après une recherche qui a été absolument très rigoureusement focalisée sur un seul virus. Ne pensez-vous pas qu'à ce moment-là, il est temps de prendre son courage à deux mains et de se poser la très grosse question de savoir si l'hypothèse de départ était exacte ou fausse? Oui, alors le courage, vous voulez dire de revenir en arrière quand on s'est trompé et de dire qu'on a peut-être généralisé un peu abusivement l'étude d'un seul cas, d'un seul patient, si j'ai bien compris. En fait, les travaux d'origine qui viennent de l'Institut Pasteur et qui ont été publiés dans un article très important paru dans la revue Science en 1983, correspondent effectivement à un seul patient. Ce qui est quand même fou, c'est-à-dire qu'on a généralisé un seul cas, et on l'a universalisé pour ainsi dire. On a plongé le monde dans une panique extrêmement stressante et extrêmement dangereuse sur une aventure de laboratoire qui dépendait d'un seul patient. Alors ça c'est intéressant, il va falloir qu'on y revienne en détail, parce que c'est quand même une idée qui est plus que surprenante.